La réussite de ces volontaires, lorsque les JIA commenceront leur tuerie de masse, bénéficiera de facteurs favorables. Leur action coïncide avec le moment où la population, excédée par les exactions des tyrannos incultes et brutaux, commence à s'interroger. C'est donc ça l'islam sauveur et rédempteur. L'action des forces de l'ordre s'en trouvera grandement facilitée. La création des unités de patriotes, de gardes communaux et de GLD est déterminante. Les populations locales fournissent à l'ANP la connaissance du terrain et des hommes. Dans les zones rurales, chacun connaît son voisin. Du jour au lendemain, les réseaux de soutien qui donnaient leurs moyens logistiques aux GIA sont annihilés. C'est Ziden El-Mkhfi pour les monts de Zbarbar, El-Ghoul pour la région de l'Afroun, Smaïl Mira pour la vallée de la Soumam et d'innombrables citoyens à travers le pays qui feront changer de physionomie aux opérations. Leur expérience de la lutte armée durant la guerre de libération nationale ou pendant leur service militaire leur permet d'appliquer nos orientations. Basées sur des vérités simples et fortes, ne pas faire comme jadis les Français, cantonnés dans des postes fixes et parcourant les routes le dos appuyé aux ridelles des transports de troupes, alors que les unités de l'ALN se répandaient comme une eau vive et recouvraient, une à une, toutes les aspérités du pays. La France avait perdu la guerre dès les premières années parce qu'elle avait compté sur ses gros moyens mécaniques. Lorsque le général Schall mettra en œuvre la tactique du terrain, il sera trop tard. Pour que cette révolte populaire exprimée par les groupes d'autodéfense née spontanément ne déborde pas de son cadre, l'État la placera sous le contrôle des forces de sécurité officielles afin de l'empêcher de mener une guerre de représailles qui peut se transformer en guerre civile. Très tôt, les intégristes comprendront le danger de cette participation de la population aux opérations qui les ciblent. Ils font tout pour la tuer dans l'œuf. Ils rameuteront leur allié pour une campagne de presse sans précédent. Cette levée de bouclier contre les dizaines de milliers d'Algériens qui se dressent face à la barbarie est le signe de la panique qui s'est emparée de ceux qui espéraient faire revenir le fils sur la scène politique. Cette révolte des ruraux provoquera dans peu de temps une effroyable vengeance de la part des JIA. Le rassemblement patriotique. Le lundi 8 juin, Mohamed Boudiaf, dans une allocution télévisée, présente son projet de rassemblement patriotique. Il affirme que ce ne sera pas une copie du parti unique, mais un cadre ouvert à tous ceux qui veulent sortir le pays de la crise. Il insiste sur le rétablissement de l'autorité de l'État et sur le rejet des idéologies rétrogrades. Il répond par des mots simples et des phrases claires à la rhétorique des formations islamistes qui ont fait du triomphe de l'islam radical leur mission sacrée. Il dit que ceux qui prêchent le takfir et décrètent que le djihad autorise à tuer des coreligionnaires servent les intérêts des pays qui n'acceptent pas ce que nous sommes et qui ont des buts en contradiction avec les nôtres. Le rassemblement patriotique ne sera pas une force de gouvernement et de gestion, mais un lieu de dialogue, de proposition et d'évaluation de la démarche, afin que sur la base d'un programme clair, la population adhère et participe. Le programme de Mohamed Boudiaf heurte frontalement les raisons d'État de ces États à l'affût de nos divisions et de nos faiblesses. L'Arbi Belkhir, ministre de l'Intérieur, dans une interview accordée au début de juin au quotidien Saout al-Koweït, déclare que des élections présidentielles pourront être organisées avant la fin de l'année. Ce retour aux élections avec Mohamed Boudiaf comme candidat potentiel affole les membres de la classe politique qui se voient déjà comme alternative et qui ont sciemment et délibérément tout fait pour aggraver la crise en refusant de s'inscrire dans un front contre la violence terroriste. L'union sacrée pour le salut de l'Algérie, ils n'en veulent pas. Les intérêts partisans, les querelles d'ego, pourquoi pas moi? Et le désir de séduire l'électorat islamiste inspire leurs paroles et explique leur démarche. Les rumeurs relatives au prochain remplacement de Sid Ahmed Rosali conduisent Mohamed Boudiaf à lui renouveler sa totale confiance. Il l'assure de la coopération pleine et entière du HCE pour la solution des problèmes que le gouvernement affronte. Le dialogue que Rosali engage avec les partis qui veulent bien venir s'asseoir en face de lui est appuyé par Mohamed Boudiaf et par l'armée. Ce qu'il dit en direction d'Orzali est l'expression de son propre programme. Il faut articuler l'action du HCE d'abord sur la consolidation
de l'exécutif gouvernemental et sur ses moyens d'action, ensuite relever l'économie en définissant les priorités et en bannissant les interdits et les tabous pour, par exemple, faire jouer aux banques leur rôle de moteur de l'économie. Gardez à l'esprit que le pays ne peut pas renoncer à ses options sociales. Son projet est le nôtre. Ahmed Djebbar est professeur des universités. Il a 50 ans quand il est appelé par Mohamed Boudiaf pour intégrer le cabinet présidentiel le 18 janvier 1992. Il est à Annaba quand le président est assassiné. Au titre de conseiller, il travaille quotidiennement aux côtés de Mohamed Boudiaf. Ainsi, opposant proche du PRS, le parti que Boudiaf avait créé pour s'opposer au régime de Ben Bella d'abord, de Boumediene ensuite, il avait suivi au jour le jour ce qui se déroulait dans le pays, plus particulièrement depuis les événements d'octobre 1988. Il aura l'occasion lors du procès que j'ai intenté à Paris en 2002 contre ceux qui ont voulu salir l'ANP et réhabiliter les tueurs islamistes, de donner un éclairage en son âme et conscience sur les points suivants. Pourquoi Mohamed Boudiaf est-il revenu au pays? Quel était son programme pour remettre l'Algérie sur les rails? Quelles étaient ses relations avec les chefs militaires? Est-il capable, pour des raisons de pouvoir, de se laisser dicter une conduite, un programme ou imposer des collaborateurs? Ce que dit Ahmed Djebbar en 1 heure résume les événements de 6 mois. Son témoignage fait justice de beaucoup de mensonges. Si un témoignage mérite de figurer dans ce livre, c'est bien celui d'Ahmed Djebbar. Je souhaiterais que mon témoignage ne soit pas perçu comme celui d'un individu, mais comme pouvant refléter l'opinion de nombreux Algériens, groupes ou communautés de la société qui ont vécu les mêmes événements et qui n'ont pas l'occasion de témoigner. Tout d'abord, une remarque. Il n'y a pas eu en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à la fin des années 80, d'un côté des militaires et de l'autre côté un parti unique, comme il n'y a pas eu depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, d'un côté des militaires et de l'autre côté des groupes terroristes ou des partis politiques qui veulent un État théocratique. Il y a aussi et surtout la société algérienne, diverse et riche. N'est-ce pas ce que je dis plus haut quand je parle du CNSA et de la société civile? Ce que disent ceux qui ont côtoyé Mohamed Boudiaf pendant les années d'exil, ce que disent Belkaïd Ali Haroun, qui ont été les artisans de son retour, ce que dit Ahmed Djebbar renseigne sur la dimension de l'homme et sur les ambitions qu'il avait pour son pays. Pourquoi Boudiaf a accepté de revenir? Aux émissaires qui avaient été chargés de le convaincre d'accepter la présidence du Haut Comité d'État et qui lui avaient expliqué que la patrie était en danger, il avait d'abord répondu par un refus catégorique. Plus tard, nous l'avons interrogé sur ce point précis pour connaître les raisons de son refus et pour savoir si c'était parce que les militaires le lui demandaient. Il nous a répondu en substance: « Oui, au début, j'ai cru que les militaires me le demandaient parce que personne ne savait où en aller. C'était l'affolement général, mais j'ai corrigé mon appréciation après mon voyage secret en Algérie. À cette occasion, j'ai vu des officiers supérieurs représentant l'institution militaire ainsi que les représentants de la société civile, c'est-à-dire des syndicats, des associations, comme le Conseil national pour la sauvegarde de l'Algérie, des intellectuels, des anciens moudjahidines. Je me suis entretenu avec eux toute une nuit. Cet entretien m'a convaincu que la demande qui m'avait été faite était l'expression des forces vives de l'Algérie, et j'ai considéré que, en tant que citoyen, en tant qu'ancien militant, je devais sans a priori contribuer à trouver une issue à la crise que traversait le pays. En particulier, après avoir écouté les anciens combattants de la guerre de libération nationale, j'ai considéré que, comme en 1954, c'était un appel du peuple profond. Au cours de ces 2 premiers mois, le discours à ses proches était « Je viens juste pour créer un déclic, provoquer une dynamique. Après cela, je m'en irai. » Puis, toujours selon le témoignage d'Ahmed Djebbar, petit à petit, après de multiples contacts et échanges avec de nombreux représentants de la société civile, après avoir observé le fonctionnement des institutions et les réactions de différents groupes d'intérêt, il s'est convaincu de la nécessité d'un projet le plus consensuel possible pour tenter de sortir de la crise. Or, l'institution militaire non seulement n'était pas opposée à ce projet, mais elle y a adhéré, et cela nous paraissait tout à fait normal compte tenu de son engagement pour faire échouer le projet d'État théocratique.
Qu'est-ce qui peut donc nous opposer à Boudiaf? Nous partageons ses analyses sur la situation du pays et ses idées sur la façon de sortir de la crise. Son projet pour l'avenir est le nôtre. Les chefs de l'institution militaire et moi à leur tête, nous ne manquons pas de lui afficher notre respect, notre affection et notre soutien. Il s'en rend compte et il dit à ceux qui l'interrogent sur ses relations avec nous, il n'y a pas de clan dans ce régime. Ahmed Jebbar précise davantage le sentiment de Mohamed Boudiaf en ce qui concerne l'armée. Nous avons essayé aussi, à travers nos discussions et nos échanges avec des personnes de milieux différents, de cerner l'état psychologique et mental des forces vives de l'institution militaire. Et ce que nous avions perçu nous a rassurés. D'ailleurs, si nous avions été convaincus que l'institution militaire depuis le départ avait l'intention de piéger le président Boudiaf, je vous assure que nous l'aurions convaincu de faire quelque chose. Je pense d'ailleurs qu'il serait reparti pour s'occuper de ces jeunes arbres qu'il venait de planter dans sa maison de Qnitara. Or, il était convaincu qu'il avait les mains libres et il nous l'avait dit. À la question de savoir s'il avait passé un contrat avec l'armée et si oui, quel en était le contenu, il répondait en substance « Je n'ai jamais, dans toute ma vie de militant, agi par contrat. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer. » Ahmed Jebbar ajoute encore « Quant à l'état d'esprit de l'institution militaire à cette époque, et en restant à mon modeste niveau, j'en étais arrivé à la conviction que dans ces forces vives, dont j'ai eu l'occasion plus tard de rencontrer certains de ses représentants à différents échelons de la hiérarchie, elle avait la ferme volonté de garder le cap de l'État républicain. J'ai également acquis la conviction que la société civile avait le même sentiment et avait même des revendications très fortes de démocratisation à tous les niveaux de la société. Lorsque Maître Comte, l'avocat de ceux qui ont fait de l'Algérie et de son armée leur préoccupation quotidienne, interroge en juillet 2002 dans l'enceinte d'un tribunal Ahmed Jebbar sur le fait que toutes les chancelleries avaient la conviction que Boudiaf avait été assassiné par les militaires, Ahmed Jebbar répond « Cette affirmation est basée sur des convictions et non pas sur des preuves. S'il y avait eu des preuves, surtout venant des chancelleries, elles auraient fini par circuler dans les États démocratiques et des intellectuels comme moi, branchés sur les médias et sur les publications plus ou moins secrètes, auraient fini par en être informés. À ce propos, cela ne me gêne nullement de vous dire quelle est ma conviction. Elle est la suivante. J'ai assisté à l'assassinat. Après l'assassinat, nous avons attendu quelques heures, puis nous avons repris le même avion présidentiel d'Annaba, lieu de l'attentat vers Alger. J'étais parti avec un président vivant, debout. Je suis revenu dans le même avion avec un président allongé, mort ou presque mort, parce que c'était l'incertitude à ce moment-là. Nous avons atterri sur le tarmac de l'aéroport militaire de Boufaïk, près d'Alger. Lorsque je suis descendu, j'ai vu une scène qui ne pouvait pas ne pas avoir de l'effet sur la conviction profonde que je me suis forgée. J'ai vu des soldats et des officiers qui rendaient les armes sur le tarmac. Certains d'entre eux pleuraient, Monsieur le Président. Le jour de l'enterrement, j'en ai vu d'autres plus nombreux et de rang plus élevé, profondément affectés. Ma conviction est que l'institution militaire, en tant qu'institution impliquée fortement dans la défense de l'État républicain et dans le contexte de l'époque, n'avait aucun intérêt à l'assassinat du président Boudiaf. Il faut se rappeler qu'en cette fin du mois de juin 1992, il était en train d'élaborer, en accord avec les forces du changement de l'époque et en accord avec les responsables de l'institution militaire, une solution pour une sortie de crise. Cette sortie de crise devait se concrétiser par la création d'un rassemblement patriotique national et par des élections présidentielles à l'automne 1992.